Étude du régime sinusoïdal, vidéo numéro 2. Deuxièmement, quelle grandeur peut-on déduire lorsque l'on visualise deux grandeurs sinusoïdales à l'oscilloscope? Donc tout d'abord, nous avons vu dans la partie précédente la valeur max, la valeur min, la valeur efficace, la fréquence, la période, ainsi que la pulsation. Nous pouvons déjà définir ces grandeurs-là. Je vous demande donc de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de me trouver les différentes grandeurs caractéristiques que l'on peut définir ici. Donc valeur efficace, valeur max, couper, reprise. Je vous propose donc en petit exercice couper. Deuxièmement, quelle grandeur peut-on déduire lorsque l'on visualise deux grandeurs sinusoïdales à l'oscilloscope? Nous avons vu que dans la partie précédente, nous pouvions déterminer la valeur max, la valeur min, la valeur efficace d'un signal, la fréquence, la pulsation, la période. Je vous propose ici un petit défi. Je vous propose donc de mettre pause sur la vidéo et de réaliser le défi suivant, déterminer les différentes grandeurs caractéristiques que vous pouvez ressortir de cette observation à l'oscilloscope. Je pense que vous avez terminé, donc maintenant nous allons réaliser la correction. Tout d'abord, j'ai défini la grandeur U1 comme étant la tension la plus importante, la tension U2 la plus petite ici. Vous pouvez tout d'abord observer que ces deux signaux ont exactement la même période. Cette période s'échelonne sur 4 carreaux avec une sensibilité de 50 microsecondes, 50 10-6, qui nous fait 4 fois 50 10-6 égale à 200 microsecondes. En ce qui concerne la fréquence est égale à 1 sur t, donc fréquence commune aux deux signaux. Eh bien, 1 divisé par 210-6, ne pas oublier le 10-6, puisqu'il faut mettre le temps en secondes, la période en secondes, ce qui nous fait du 5000 Hz ou encore 5 kHz. En ce qui concerne la pulsation, oméga est égal à 2pi f, f étant égal à 5000, 2pi fois 5000, ce qui va nous donner 31 416 radians par seconde. Voilà en ce qui concerne période, pulsation et fréquence. Maintenant, nous pouvons également ressortir la valeur max de U1 ainsi que la valeur max de U2. Donc 5 fois 2 égale à 10 volts, 2 étant donc pour U1, 2 étant le nombre de carreaux, et pour U2, un seul carreau pour la hauteur. Donc à quelque chose près, nous avons un petit décalage, mais c'est mon oscilloscope qui était mal réglé ici. Donc 5 volts pour la valeur max de U2. Donc la valeur efficace de U1 est égale à U1 max sur racine de 2, ce qui nous fait 7 volts, 7,07 volts, donc l'ordre de 7 volts, et la valeur efficace de U2 qui vaut U2 max sur racine de 2, ce qui nous fait 3,5 volts. Maintenant, il y a une grandeur importante supplémentaire que nous pouvons définir ici. Vous pouvez observer que les signaux U1 et U2 sont décalés dans le temps, qui se traduit par ce décalage horizontal. C'est-à-dire lorsque U1 atteint sa valeur max, U2 ne l'a pas encore atteint. Donc on va dire que ces deux signaux présentent un déphasage. Ce déphasage, qui correspond à un décalage dans le temps, va être traduit sous forme d'un angle. Puisqu'une période peut être définie comme étant égale à 2pi, notre déphasage va être défini sous forme d'un angle. Donc ici, le déphasage, c'est pour l'instant donc delta t, c'est le décalage au niveau du temps. On le retrouve ici. Pour le définir, attention, quelquefois les signaux présentant certains déphasages un peu particuliers, il faut bien penser
à regarder le delta t, donc le temps de décalage, lorsque les signaux varient dans le même sens de variation, lorsqu'ils coupent l'axe ici des temps. Donc ici on a un sens de variation, il est croissant, U2 est croissant, et ici U1 est aussi croissant. Donc bien les prendre, on aurait pu le prendre ici, ce n'était pas un souci, c'était la même chose, mais dans le sens décroissant. Donc le décalage que l'on a là, c'est le même que l'on a ici. Donc bien faire attention à cette partie-là, qui est vraiment la partie primordiale, qui va nous permettre de définir ce déphasage. Voilà, donc ici, delta t. Donc maintenant, phi de U2 par rapport à U1 est donc égal, est défini par plus ou moins. Pourquoi plus ou moins? Parce que le décalage peut se faire en avance ou en retard, l'un par rapport à l'autre. Donc plus ou moins 2pi fois delta t, donc ce temps de décalage, divisé par la période. Je tiens à vous préciser que le delta t peut être également défini entre l'écart entre les deux valeurs max que l'on a ici, delta t. Donc maintenant, plus ou moins 2pi fois, alors pour le calculer à partir de l'oscilloscope, donc ce delta t va être défini comme étant le nombre de centimètres ou le nombre de carreaux, donc petit c delta t correspond au nombre de carreaux auquel correspond le décalage, fois la sensibilité qui est de 50 microsecondes, divisé par le nombre de carreaux correspondant à la période, ici 4, multiplié par la sensibilité de nouveau. Vous observez que nous pouvons simplifier par la sensibilité, c'est-à-dire, heureusement, le déphasage est indépendant du calibre que vous allez utiliser sur l'oscilloscope. Ce qui nous donne plus ou moins 2pi fois le nombre de carreaux, le nombre de centimètres qui correspondent à delta t. Le nombre de centimètres, c'est important parce que lorsque vous avez à le définir sur une feuille, quelquefois vous pouvez ne pas avoir la sensibilité horizontale. Vous verrez ça dans les applications numériques qui vont venir. Donc C delta t sur C de la période. Le déphasage est exprimé en radians, mais nous pouvons également définir ce déphasage en degrés. Pour cela, il suffit de remplacer le 2pi par 360, ce qui nous fait plus ou moins 360 fois delta t sur grand T. Vous pouvez écrire la même chose avec le nombre de centimètres de décalage. Application numérique ici, eh bien, je vais faire cette application numérique en degrés. Donc, phi de U2 par rapport à U1, donc il faut que je définisse une référence. Ici, j'ai défini U1 comme étant la référence. Vous auriez pu définir U2 comme étant la référence. Dans ce cas-là, nous aurions eu le déphasage phi de U1 par rapport à U2. Ici, c'est phi de U2 par rapport à U1. Donc, plus ou moins 360 fois 1 cm ou 1 carreau de décalage divisé par 4 carreaux qui correspondent au nombre de carreaux qui définissent la période. Ce qui nous fait un déphasage de plus ou moins 90 degrés. Mais est-ce plus 90 degrés ou est-ce moins 90 degrés? À cet instant-là, nous avons U1 qui passe par 0 au niveau de l'axe des abscisses, alors que U2 n'est pas encore passé. Il va falloir tout ce temps-là, donc ce décalage, pour que U2 franchisse l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, U2 est en retard par rapport à U1 et un retard est traduit par un signe négatif. Ce qui veut dire que phi de U2 par rapport à U1 est égal à moins 90 degrés. Après avoir défini toutes ces caractéristiques, nous allons pouvoir préciser les écritures en grandeur instantanée des tensions U1 et U2. U1 est tout d'abord notre tension de référence, ce qui veut dire que U1 va être écrit sous la forme U1 max sinus oméga t. Nous ne lui affecterons pas de déphasage. U1 max étant égal à 10 volts, la valeur efficace est égale à 7 volts. On a donc U1 égale 7 fois racine de 2 sinus oméga t. Je précise que nous pourrions développer oméga qui est égal à 2 pi f,
Et ici, nous avions trouvé une fréquence de 5000 Hz. En ce qui concerne U2, U2 va donc présenter un déphasage. Il va donc apparaître U de s'écrit U de max sinus oméga t plus phi de U2 par rapport à U1. Ce qui nous donne 3,5 valeur efficace de U2 fois racine de 2 sinus oméga t moins pi sur 2, puisque nous devons mettre l'angle en radian. Donc j'ai traduit les moins 90 degrés en moins pi sur 2 radians.